Un film avec Joe Star et Dany et son nouveau spectacle sur les planches parisiennes, c'est Anaïs Edou aujourd'hui, dans Le Sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le Sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens. Je suis aujourd'hui à Paris, dans le 16e arrondissement, assis à la terrasse d'un magnifique hôtel où mon invité du jour m'a invité à venir lui poser des questions. Je suis toujours fasciné par les gens passionnés, ceux qui trouvent du sens à leur vie en sortant des sentiers battus. Et c'est le thème de ce podcast, à la recherche de sens et ceux qui l'ont trouvé. La personne en face de moi s'appelle Anaïs Edou. Aïdou ? Non, Edou, c'est bien. Anaïs Edou. Elle est comédienne, réalisatrice et elle fait des blagues tout le temps. Elle a gardé son âme d'enfant, à la différence d'autres artistes du genre comme Larocque ou Robin qui ont mûri, elle. C'est une excellente vanne, n'est-ce pas? J'étais obligé de la faire parce que j'ai passé 1 heure sur cette vanne hier. Je regrette un peu vu ta tête. Non, mais si. Aujourd'hui, on va parler de tous les coups de folie d'Anaïs, sa fleur préférée, pourquoi il y a souvent des baignoires dans ses films, et on entendra des noms connus de tous comme Jean Cocteau, Daniel Auteuil, Joe Star, Dany ou encore Mademoiselle Agnès. On va aussi découvrir tous les domaines dans lesquels Anaïs est douée. Par exemple, avoir un rire mi-forcé, mi-spontané, mi-très communicatif, ou encore avoir un don pour transmettre de la bonne humeur. Elle nous racontera ce qui fait du sens dans sa vie, après quoi elle court. Anaïs, merci de m'accueillir chez toi au Brac, cet hôtel de luxe que tu viens de racheter aux enchères. C'est ça. Non, mais bon, moi je reçois bien mes invités. Enfin, mes invités, c'est moi l'invité, mais non, mais les invités qui viennent à Paris, si tu viens de Normandie ou de Suisse, fallait que je te présente cet hôtel magnifique. Mais je te remercie. En plus, on est seul à la terrasse. Oui, j'ai privatisé, évidemment. Bah, évidemment, c'est ton hôtel. T'as juste fermé la porte, en fait. C'est vrai, voilà. Excellent. Je viens de virer tout le monde. Donc, on est au Brac, hein, cet hôtel dans le 16e arrondissement, qui est magnifique. On s'arrête là ? Très bien. Merci pour le sponsoring. Si le Brac veut me donner un peu d'argent, je suis d'accord. On va commencer. Comment tu vas, Anaïs ? Très bien. T'es contente d'être là ? Je suis très contente d'être là. Et je suis très contente de te rencontrer aussi, donc voilà. Ça me fait plaisir. Dans ces podcasts, il y a toujours plein de jingles, plein d'interviews différentes. D'accord. Donc, je crée des petites interviews et je crée des jingles pour mettre les gens un peu dans l'ambiance, tu vois, l'auditeur. D'accord. D'accord. On va commencer avec la première interview, si tu es d'accord. Oui. La première interview s'appelle l'interview J'ai beaucoup. D'accord. Il s'agit en fait de répondre à mes questions. Je vais commencer une phrase par j'ai beaucoup de quelque chose et tu devras la finir en fonction de toi et de ce que tu as dans la tête. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Peux-tu lancer le premier jingle ? Jingle. Oui. Excellent. Oh, l'interview, j'ai beaucoup. À chaque fois, Putain, j'ai l'impression que c'est dur cette interview. tu sais qu'à chaque fois je dis tu peux lancer le jingle et les gens sont là. Il faut que je chante, il faut que je. C'est là. C'est quoi le jingle ? Faut juste dire jingle. C'est la merde, putain, bah jingle, ouais. Alright. Ça part avec cette interview j'ai beaucoup. Ça va aller vite. Anaïs, est-ce que tu es prête ? Ça va aller vite ? Oui, je suis prête. Ok, j'ai beaucoup ri la première fois que... Bah non, mais j'ai beaucoup ri j'ai beaucoup ri la première fois que. En fait, je pense que non, moi je ris beaucoup quoi qu'il arrive. Donc je j'ai pas un moment préféré, mais bon, Ok, j'essaye. vas-y, ris. Ok, j'ai beaucoup flippé quand... Bah quand j'ai perdu les os, ça je peux le dire, au Franprix, un mois avant mon accouchement prévu pour début septembre, en plein mois d'août, ouais. Un mois avant le terme, t'as perdu les os au Franprix. Voilà. Excellent. J'ai eu très peur. J'ai beaucoup flippé là. Ouais. D'accord. J'ai beaucoup pleuré au moment où... Bah, j'ai beaucoup pleuré. Je sais pas si c'est pleurer, mais j'ai eu beaucoup de déceptions et de portes fermées avant de réussir à monter des projets. D'accord. On va en parler un peu plus tard. J'ai beaucoup de nostalgie quand je pense à... J'ai pas forcément de nostalgie. Après, il y a des énergies que j'ai eues lors de, par exemple, road trip en sac à dos en Asie ou quand j'habitais dans ma chambre de bonne. Plein de choses comme ça. C'est des nostalgies de vie d'avant, mais c'est plutôt justement des énergies positives qui me poussent à aller de l'avant. D'accord. J'ai pas encore l'âge où je suis dans un canapé à me dire oh là là, c'était mieux quand j'étais en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin. Maintenant, je dois m'occuper de ma fille le matin. Donc Tu iras toujours en boîte de nuit peut-être quand tu auras 75 ans. je pense que oui. Tu vas en boîte de nuit déjà de base ? Et oui, j'adore aller en boîte de nuit. J'adore rencontrer des gens dans les boîtes de nuit.
Je trouve les gens sont beaucoup moins Freiné, introvertis ouais. que dans des terrasses de café. Il se passe plein de choses la nuit. Après, bon, ça reste Les gens se lâchent. un peu, ouais. Ouais. Ok. J'ai beaucoup de fierté aujourd'hui d'avoir fait, ou d'avoir parlé, ou d'avoir eu. J'ai beaucoup de fierté aujourd'hui d'avoir réussi à monter quand même un court-métrage et un spectacle Toute seule. toute seule. Non, pas toute seule, le film, avec Arnaud Mison, un producteur qui m'a fait confiance, mais je pense que au niveau des projets cinéma, j'aurais pu arrêter. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi d'avoir tenu, ouais. Ok. J'ai beaucoup de problèmes avec. J'ai beaucoup de problèmes avec mes doutes, je dirais. Je passe mon temps à me dire, oh là là, en fait, je sais pas si je vais faire mon spectacle. Est-ce que justement le fait de se donner en spectacle comme ça sur scène toute seule, est-ce que c'est encore le moment de le faire pour moi ou pas? Je doute souvent. Le doute, ça freine beaucoup de choses, mais je le sors pas, j'y vais quand même. Anaïs et doute, quoi. Ouais, c'est doute. Ouais. Ok. Merci. Cette interview est terminée. C'était une petite interview de départ. Ok, ça va. Maintenant, ça va être plus facile. Ah. Ok. On va passer à une autre interview qui s'appelle l'interview Question pour un champion, Ah. parce que j'adore les jeux télé. Oh non, putain. Donc, au moment où nous parlons, l'auditeur, lui, entend la musique, le générique de Question pour un champion qui démarre. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, je serai Julien Lepers. Pourquoi il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion? Parce que Julien... Le Perse. Exactement. Donc, du coup, cette interview, je vais devoir te faire deviner un mot, comme dans la dernière étape de ce jeu télé. Elle vient de me loucher. Je viens de me faire loucher au visage. Donc du coup, si tu gagnes, si tu trouves le mot, tu peux commenter et aller plus loin. Si tu ne trouves pas le mot, alors on passe au mot suivant. D'accord. Voilà. Ça démarre avec... en général, tu vas trouver. Hein. C'est assez facile, c'est lié à ton parcours. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Je suis lunatique. On dit souvent de moi que je suis solaire, mais j'ai du mal à me lever quand il pleut. Je suis... Attends. Je recommence. C'est genre parce que Ah putain. t'as pas du tout écouté ce que j'ai dit. Je le fais en slow-mo. Attends, vas-y. Je suis lunatique. On dit souvent de moi que je suis solaire, Mais attends, mais j'ai du mal à me lever quand il pleut. Je suis... Attends, parce que normalement c'est facile. Le soleil. Non. Mon cerveau, il marche pas pour les trucs. Ok. Attends. Ton actualité, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie en ce moment? Comment s'appelle ton court-métrage? Le tournesol. Ah ouais, putain, excuse-moi. Ok. Je suis lunatique, on dit souvent de moi que je suis solaire. Mais j'ai du mal à me lever quand il pleut. Ok, le tournesol. Je suis le tournesol. Moi, je pensais à un mot, genre une table, une chaise, ok. Ok, le C'est tournesol. une façon d'introduire un peu. Le ce qu'il y tournesol, a dans mon ta vie. Dieu, oui. Du coup, on va dire que tu as trouvé. Est-ce que tu peux nous parler du tournesol? C'est le premier scénario que j'ai écrit qui est enfin en images. Ok. Donc du coup, tu l'as écrit, mais tu joues aussi dedans. Je l'ai écrit et je l'ai co-réalisé avec Arnaud Mison, qui est un homme extraordinaire. Et il est en montage. On va finir le montage là. Et c'est le tournesol. En fait, c'est un sentiment amoureux. C'est vrai que ça marche avec le soleil. C'est comme c'est tourné vers le soleil. C'est quelque chose qu'on ressent. Et comme le tournesol, c'est une fleur quand même avec. Elle est quand même très volumineuse et elle est très drue au milieu. Ça peut vite nous étouffer. Pour moi, ça représente bien le sentiment amoureux qu'on peut avoir à l'intérieur. Voilà. On aurait pu dire les papillons, mais le tournesol, je trouve ça encore plus charnu, encore plus dur à avaler, quoi. Ouais, c'est une fleur un peu too much. Ouais. Elle en fait trop. Elle en fait trop. Voilà, elle est à la fois douce et à la fois elle est dure, elle est coriace et tout. Donc je trouvais que c'était une bonne fleur pour faire une métaphore un peu du sentiment amoureux. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des acteurs, des actrices. Ce film, en fait, c'est moi j'avais envie de travailler la comédie romantique. C'est une comédie romantique et je trouve que c'est un travail un peu périlleux parce que la comédie romantique, ça peut être très ringard.
Et dans le court-métrage, on a tendance à faire des films un peu futuristes ou un peu absurdes. Le court-métrage, parfois, c'est un café, une cuillère qui tombe par terre, le mec qui se demande avec, je sais pas, de la fumée derrière. Enfin, je sais pas. Le court-métrage, maintenant, c'est travaillé. Enfin, on voit des choses assez incroyables. Là, c'est vraiment une comédie romantique sur l'histoire d'une fille qui a 30 ans et qui ne sait pas du tout ce qu'elle a envie de faire. Et du coup, au lieu d'essayer de se mettre dans la société, d'avoir un travail, d'essayer de fonder une famille, elle décide de tout plaquer pour partir faire une mission en Antarctique pendant 24 mois. Ok. Et elle attend la réponse. Et en fait, elle échange avec sa grand-mère, qui, sa grand-mère, elle a toujours été mariée. Elle est mariée depuis je ne sais pas combien de temps. Elle est veuve, elle a passé sa vie avec son mari. Enfin, en fait, j'ai fait des décalages entre Dany et Joey Starr, lui qui est médecin, qui a une famille, des enfants. Les trois sont très différents. Enfin, sont quand même très différents. Lui, il est médecin, il est complètement en burn-out. Il a l'impression d'avoir fait que ça. Il est dans une journée où il se met carrément à boire au boulot. En fait, c'est un pétage de câble de personnages. J'avais vraiment envie de travailler là-dessus et de travailler sur des problèmes qui sont... Pas si grave en fait. Elle trouve pas sa place dans la société. Bon, voilà, c'est pas grave. Allez, trouve un taf, fais ta vie, arrête de nous emmerder quoi. C'est un peu ça cette fille. Mais en fait, c'est des petits problèmes de la vie. Je trouve que dans le cinéma, comme je vois par exemple le dernier festival de Cannes, on traite vraiment des problèmes où les gens disent le dernier film d'Emmanuel Berco, on a passé 30 minutes à pleurer dans la salle. C'est sur l'euthanasie. Je trouve que les gens ils prennent vraiment des sujets grave, moi j'ai envie de traiter des souffrances qui peuvent être beaucoup plus légères. D'accord, ok. Et donc ce film-là, il se veut parler de sujets sérieux avec légèreté. Voilà. Ok, très bien. Et donc tu l'as cité, mais il y a Joey Starr et Dany qui partagent en fait l'image avec toi. C'est ça, Dany joue ma grand-mère et Joey Starr, donc c'est l'homme que la jeune femme va rencontrer ce soir-là par hasard. Il va la renverser en voiture par hasard. Enfin voilà, c'est le hasard de la vie. Comme toi, quand tu me dis j'ai rencontré, pardon, je sais pas si je peux parler de ça. Non, mais tu te dis voilà, j'allais partir en Normandie et puis voilà, je fais une rencontre en Suisse. Et du coup, tu te dis merde, je fais quoi ? Là, c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Et donc ce film, il sort quand ? Alors ce film, il a été sélectionné en hors compétition au festival Filmoramax, qui est un festival dont le président est du coup Arnaud Mison avec OCS, etc. Enfin, c'est un super festival du film. Et du coup, il est présenté en hors compétition le 29 septembre. D'accord. Ok. Et la sortie parisienne, c'est le vendredi 8 octobre. Je fais du coup l'avant-première au cinéma de l'Arlequin, rue de Rennes. D'accord. Et est-ce qu'on peut, ce film-là, un court-métrage, où est-ce qu'on peut aller voir des courts-métrages ? Parce que moi, par exemple, je n'y connais rien. Si je veux aller voir ton court-métrage... Maintenant, je sais qu'il existe des plateformes pour voir des courts-métrages. Alors, je sais plus. Il faudrait que je sais plus, mais il y a des plateformes qui sont vachement bien où après... tu peux mettre ton film, mais bon, le problème avec le court-métrage, c'est qu'il doit garder les exclusivités. Si tu veux qu'il aille en festival et que tu veux l'envoyer dans des festivals, il faut pas le montrer, faut pas le télécharger sur YouTube ou des choses comme ça. Ouais. Parce que là, du coup, je pense que, ils prennent les exclus, donc je pense que il sera vu, à mon avis, peut-être mis sur YouTube dans un an, je sais pas. D'accord, ok. Alors on reste connecté à ta chaîne YouTube et à tes réseaux sociaux. J'ai pas de chaîne YouTube, mais ok. Alors du coup, on va passer à la question suivante. J'espère que cette fois, tu vas trouver. C'est parti. Je suis souvent excessif et j'arrive sans prévenir. Je suis le fils caché de Richard Cochiante et de plusieurs bergères. On me regrette parfois, mais on se souvient de moi en riant. Je suis. Le soleil. Non. Richard Cochiante, j'ai attrapé un coup de soleil. Attends, oui. Vas-y, refais. Excuse-moi. Non, je t'en prie. C'est un peu dur. Hein. Je suis souvent excessif et j'arrive sans prévenir. Je suis le fils caché de Richard Cochiante et de plusieurs bergères. Oui. Bravo, un point. Putain, ça y est, je commence. Putain, ouais, j'étais là. Attends, le coup de soleil, le Richard Cochiante. Putain, tu sais que cette chanson-là, c'est la chanson que je chantais à ma fille pour l'endormir. Elle a 2 ans, elle la connaît. Non. Si, elle la chante. Elle la chante avec toi. Ouais. Enfin, je lui fais des textes à trous, mais j'ai attrapé un coup. Elle fait soleil. Ah, c'est trop mignon. Un coup d'A. Elle fait mour.
Voilà. C'est fabuleux. Richard Cochant. Merci. Incroyable chanson, n'est-ce pas? Ouais. Mais non, mais t'inquiète pas. Le coup de folie, c'est du coup. quoi le coup de folie? Les coups de folie, comment ça s'appelle? Écoute, c'est pas moi qui ai trouvé le titre de mon spectacle pour tout te dire. Le coup de folie, c'est que avant de monter sur scène, je savais plus. Avec ce track, je me disais, il faut trouver un titre. Et la directrice du théâtre m'a dit, mais tu sais, j'ai vu une phrase d'Oscar Wilde qui dit dans la vie, il y a que les folies qu'on regrette jamais. Et du coup, on s'est dit, mais ouais, bon, alors on va dire que c'est un coup de folie. Et on a appelé coup de folie comme ça. Ça a pris 5 minutes. Et en fait, je trouve que ça marche plutôt bien. Ce spectacle, c'est un coup de folie. Voilà, on arrive 1 heure sur scène, ça part dans tous les sens. Et je pense que ça représente bien tout ce dont j'ai envie de parler. En fait, je parle de poésie, je parle de plein de choses. On peut mettre plein de trucs, on peut rajouter, on peut enlever. C'est un tableau vivant, un spectacle. D'accord. Et on est tout le temps frustré quand on sort de scène. On se dit merde, j'aurais dû faire ci, ça, j'ai envie d'y retourner. Quand le public est chaud, on a envie d'y retourner. Et parfois on se dit cette blague-là, elle marche pas, donc on essaye de changer, de re-rythmer. Enfin, c'est un travail constant. Toutes les semaines, il faut noter les trucs qui n'ont pas marché pour changer la semaine d'après. Et parfois le public est différent. C'est un spectacle, c'est jamais pareil. Et tu me disais en off que, en fait, ce n'est pas du stand-up, mais ça reste de l'humour. Ça ressemble un peu au sketch qu'on pouvait voir dans le passé. Si tu devais décrire un peu le type de spectacle que c'est, pour donner aussi envie aux gens d'aller le voir, comment tu ferais? Je pense que le stand-up, c'est génial aussi. C'est vraiment décharger des émotions sur un miroir de la société. Moi, j'ai pas envie de raconter. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, parce que je le fais sur Instagram. C'est vrai, je mets en scène un peu mon mari, ma fille. Je m'amuse. Je constate quelque chose qui me fait rire au restaurant, n'importe où, dans la rue. Je le fais, mais pour moi, un spectacle, ça demande beaucoup plus peut-être d'écriture. Moi, j'avais envie d'écrire vraiment un début, une fin, raconter une histoire. Et en fait, là, c'est l'histoire d'une fille qui pensait être la réincarnation de Jean Cocteau. Et voilà, je fais une voyante, je m'éclate, je vais chercher Jean Cocteau dans l'au-delà, je le ramène à la vie. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un endroit où nos rêves peuvent être réalité. Si j'ai envie qu'il fasse beau pendant ce spectacle, je mets un soleil, je peux inventer c'est un champ des possibles pour justement écrire des histoires. C'est illimité. C'est illimité, voilà. D'accord. Ok. Donc ça a lieu à partir du 6 septembre au Théâtre Le Lieu. Je joue tous les lundis au Théâtre Le Lieu, 41 rue de Trévise, à 20h. Très bien. Nous y serons. La salle, tu sais qu'après ce podcast, la salle va être remplie pendant 2 ans et demi. Hein. C'est ça. Je vais appeler le théâtre pour que la billetterie soit débloquée. Non, mais augmente le prix. Non, mais même pas. Je trouve que justement, ça doit rester. Pour moi, le théâtre, ça doit rester accessible. C'est comme une place de cinéma. On va voir un spectacle. Tu connais le prix d'une place de cinéma en Suisse? Non. Un peu plus de 20 €. C'est pas vrai? Ouais. C'est fou. Comment ça se fait? En fait, si tu vas au cinéma en Suisse et que tu payes ta place, la place de la personne avec qui tu es, des pop-corn et une boisson, t'en as pour 50 balles minimum. C'est dingue. Mais alors, si quelqu'un me dit je suis suisse et balles. ce soir je vais au cinéma, je vais dire vous avez une bonne situation, monsieur. Exactement. Non, mais je te jure que c'est vrai. Plus la babysitter. Ça fait vite une soirée de luxe. C'est ça. Très bien. Non, c'est juste une aparté, mais c'est pour dire à quel point, effectivement, je trouve que c'est super en France que le cinéma soit accessible. Dans les cinémas en province, après, si tu veux voir un film en 3D avec les lunettes et tout, pareil, bon. Oui, mais ça, c'est plus du cinéma, c'est une expérience au-delà, peut-être, du cinéma traditionnel qu'on peut avoir. C'est ça. Pour moi, c'est ajouter des trucs à un film qui peut-être serait pas terrible s'il n'avait pas ça. C'est vrai. En général, les grands films, on leur met pas de 3D et de machin, à part les gros blockbusters américains qui sont faits pour faire des ventes. Mais tu crois? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je sais qu'après, ça peut sublimer des films comme Avatar, des choses comme ça, des films de. D'animation où ça rajoute quelque chose. Mais moi, je sais pas pourquoi, quand j'ai pas les yeux pour ça. Je vois flou quand je fais des lunettes 3D. Je trouve que c'est bizarre. Très bien. Voilà. Ok, passons à la prochaine question, si tu es d'accord. J'existe en 2 éditions, mais en 3 exemplaires.
Je suis disponible avec une connexion internet. Je ne suis compréhensible que par les gens qui ont un sens du second degré affûté. Je suis... Putain. Bah, Instagram. Je ne suis compréhensible que par les gens qui ont un sens du second degré affûté. Je suis la grande interview. Oh putain, ok. Je l'ai appelé la grande interview, mais c'est des rencontres. Mais c'est vrai qu'on avait fait un format la grande interview parce que je l'avais fait avec un réalisateur Christo qui l'a fait comme ça. Mais oui, c'est des rencontres. Et ça a commencé avec Daniel Auteuil, qui est une rencontre importante dans ma vie, je pense. Pourquoi? Qui est cette personne pour toi? Daniel Auteuil, j'ai été babysitter de son fils pendant 2 ans, 3 ans. Et que voilà, je lui ai jamais vraiment demandé quoi que ce soit, mais je pense que de vivre quand même à côté de quelqu'un comme lui, ça donne envie de faire. Ça m'a donné envie d'écrire. Ouais. Et un jour, il m'a dit, bah, si tu veux, on écrit des petites vidéos et on les tourne. Et le lendemain, on l'a fait sans vraiment se poser des questions. Juste, on a passé un bon moment, on a ri. Après, ces rencontres-là, c'est des rencontres où à un moment donné, ça s'arrête. Enfin, je veux dire, à Daniel Auteuil, à un moment donné, j'avais plus à garder son fils. On s'est perdu de vue, mais c'est des belles rencontres de la vie. Voilà. Et il m'a donné envie d'écrire des histoires pour le cinéma aussi, et il m'a poussé à le faire. D'accord. Donc du coup, oui, c'est une rencontre un peu clé dans ta carrière, en tout cas artistique. Ça t'a donné envie, ça t'a mis le pied à l'étrier, ouais, ça t'a inspiré. Ça m'a inspiré, en fait. Je pense que d'avoir un acteur à côté de soi, et ben, du coup, ça me donnait envie d'écrire. Ça me donnait de l'inspiration pour écrire pour lui, en fait. D'accord. Cool. Voilà. Et du coup, tu as fait cette grande interview avec d'autres artistes dans le même thème. Beaucoup de second degré, ouais. Beaucoup d'autodérision. Raconte-nous ça. Après... je me suis dit c'est un concept rigolo. J'ai écrit un texte et j'ai proposé à Joe Star de le faire. Il a trouvé ça fun. Il m'a dit bah ok, on le fait. Et après pareil, Mademoiselle Agnès, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit j'ai écrit un texte. On s'est vu, on a lu. Je trouve que c'est très inspirant de demander à des gens qu'on connaît déjà, eux ils nous connaissent pas, mais nous on les connaît, de leur écrire des rôles. Et là c'est pareil, j'ai rencontré Affida Turner, c'est complètement autre chose, mais moi elle me fascine, je la trouve incroyable. On a dîné ensemble et je lui ai dit j'aimerais bien faire la grande interview à la rentrée avec vous, parce que en fait en tant qu'auteur, je la vois jouer. D'accord. Ouais. Je la vois jouer ce truc, je la vois avec ses belles formes me dire allez viens là, la planche à pain, on va faire un truc. Enfin, je les imagine, donc du coup ça me donne envie, ça me fait rire. À l'avance, tu vois je le vois exactement comment tourner le truc. Et donc moi, au culot, j'appelle. Enfin, je me débrouille pour trouver les numéros et je me débrouille pour. D'accord, c'est comme ça que j'appelle les agents. Enfin, je veux dire, ouais. Et puis par exemple, Joe Star avec qui tu bosses sur d'autres projets, tu l'as rencontré comme ça? Non, Joe Star, je l'ai rencontré personnellement, je veux dire amicalement. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, Joe Star n'ira pas sur un projet s'il aime pas, en fait. Donc ouais. c'est pas, je le fais. Là, le film, je l'ai d'abord envoyé à son agent. J'ai attendu. Bon, elle m'a dit ça va prendre du temps, mais il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit vas-y, je m'y mets maintenant. Je lis. C'est pour quel personnage? C'est pour si il va pas sur quelque chose qui sent pas. Je pense qu'il avait envie d'incarner ce personnage et il avait jamais fait de court métrage. Donc tu parles du court métrage, là, pas de la grande interview, on est d'accord? Non, la grande interview, c'est du contenu Instagram. C'est beaucoup moins bien pensé. Là, le tournesol, il devait venir à Lyon, il devait venir pendant 4 jours. Il y avait toute une organisation. Et on n'avait pas non plus les moyens de le rémunérer, donc il a fait confiance au projet. Enfin, voilà, les courts-métrages, il n'y a pas vraiment de montage économique pour ça. On est vraiment,
Chacun a envie de le faire, quoi. Ouais. C'est plus une envie qu'un business ou une façon de gagner sa vie. C'est, à mon avis, le meilleur moyen de montrer son travail et d'après essayer d'avoir des financements pour faire des longs métrages. Moi, j'ai tenté les longs métrages tout de suite et j'ai passé 5-6 ans à me battre pour essayer de monter mes films et sans y parvenir, quoi. D'accord. Mais c'est ton objectif, d'arriver un jour à réaliser ton long métrage ou d'être actrice dans un long métrage? En fait, moi, je suis pas actrice. Je pense que les personnages, c'est comme mon spectacle. Moi, j'adorais que quelqu'un joue mon spectacle à ma place, mais je pense que le plus facile pour montrer les choses, c'est que moi, je vois le personnage. Enfin, je sais le faire, en fait. Ouais. J'accompagne le film, et puis après, c'est vrai que quand Dany dit oui ou Joey Star dit oui, forcément, ça me donne envie de jouer avec eux. Bien sûr. Mais je fais pas de casting en tant que comédienne. Je passe beaucoup de temps à essayer de monter des projets, donc je pense que, en fait, là, si j'arrive à monter mon long métrage après, c'est un long métrage que j'ai écrit il y a déjà 5 ans, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent bon, ça marche pas, on arrête, on recommence autre chose. En fait, on peut mettre 10 ans pour faire un film, il faut continuer à se bosser battre. dessus et à se Même battre si on le pour connaît par sortir. cœur, même si on en a marre, même si on se dit putain, cette histoire, maintenant, je la connais tellement par cœur, je connais tous les dialogues par cœur. Non, en fait, il faut pas lâcher. Et là, par exemple, tu as déjà écrit plusieurs potentiels films? Là, j'ai le film du court-métrage est prêt, en fait, depuis longtemps. D'accord. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu gardes un peu sous le coude? Et j'en ai tu 2 sais autres qui sont prêts, ouais, aussi. D'accord. Mais après, on réécrit constamment. Mais oui, de toute façon, j'ai l'histoire. Enfin, les films sont là. Maintenant, il faut, je pense, le théâtre et le fait d'avoir de monter un spectacle, de jouer dans des grandes. Peut-être là, je vais jouer dans une grande salle en mars. Ça rassure forcément les gens qui financent le cinéma ou autre chose pour se dire bon ok, on va lui faire son film. Elle a fait un court-métrage, on voit que c'est qualitatif, le spectacle. Enfin, je pense que c'est ça, en fait. Ouais, ça se fait petit à petit. Ouais. Ok. Merci. On va passer à l'interview suivante. Cette interview s'appelle Interview sensée, mais avec beaucoup d'autres choses. D'accord. L'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview sensée. Première question, as-tu toujours eu envie de faire ce métier d'artiste ou est-ce que tu as changé ton fusil d'épaule à un moment donné? Tu as envisagé d'autres carrières que celle-là ou pas? Bonne question. Mais en fait, je pense que artiste, j'aime pas trop dire artiste. T'as pas choisi. C'est comme ça. L'artiste, quand j'ai écrit mon spectacle, je l'ai écrit pendant 1 an, enfermée toute seule dans une piole, etc. J'ai été artiste à écrire ce truc-là. Mais après, quand il faut monter le spectacle, s'autoproduire, faire du flying dans la rue, essayer de trouver une salle de théâtre. Enfin, en fait, on n'est pas... Enfin, pour moi, artiste, c'est une fois qu'on a la liberté... Un artiste, c'est quelqu'un de libre. Moi, c'est pareil, pour démarcher des productions, essayer de monter mes projets, avoir des contraintes financières, avoir toutes ces choses-là. En fait, je dirais que c'est carrément c'est être businesswoman. Ouais, être entrepreneuse. Entrepreneuse, ouais. Et encore, faut aller trouver faut trouver des financements, il y a plein de choses à faire. La mise en relation, la Je négociation. pense que être artiste, c'est après être libre, où on se dit ah voilà, j'ai écrit un truc et où tout le monde après s'articule pour le monter et qu'il n'y a plus rien à faire. Là, c'est avoir une liberté totale. Au final, ça met, je pense, très longtemps avant de... Donc toi, tu te considères plus comme une project manager que comme Moi, une artiste, un peu des deux. Je prends des exemples. J'ai comme exemple Jean Cocteau, parce que Jean Cocteau, il est beaucoup critiqué aussi. Mais Jean Cocteau, c'est quelqu'un qui était OK pour faire des films. Il a écrit du théâtre, il a été poète, il a peint des églises, il a fait des dessins, il s'est tout permis, en fait. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, en fait, peut-être que mon film, j'arrive pas à le monter, mais peut-être qu'en fait, mon film, je peux le faire au théâtre. Ouais, d'accord. Quand je me suis dit, en fait, je peux raconter l'histoire de cette fille au travers d'un spectacle. Et là, j'ai trouvé un théâtre et je me suis dit, allez, je vais partir là-dedans. Et Jodorowsky, c'est pareil,
C'est un homme je sais pas si tu connais Alexandre Jodorowsky, c'est Pas du un réalisateur chilien qui, lui, il a voulu monter le film Dune à l'époque. Il a même été voir Dali. Ça lui est passé sous le nez et c'est David Lynch qui a fait ce film après. Son film Dune ne s'est jamais fait. Il y a Michel Seydoux qui a fait tout un reportage sur le fait que il n'a pas fait ce film, et peut-être que s'il avait fait ce film, ça aurait été incroyable. Il a fait d'autres films après. Et quand ces films marchaient pas, il a fait de la BD. Quand ces films pouvaient pas se monter, il faisait d'autres choses. Et en fait, c'est ça. Je me dis, mais il faut pas se limiter à un seul art. Ouais. Et à la limite, si j'avais pas réussi, là, je me dis, si mon film se monte pas, je vais l'écrire pour faire un livre. Ouais, tu crées des passerelles en fait. C'est des entre histoires tous en les- fait. Moi, tous les formats. je défends des histoires. Il y a une histoire et il y a plusieurs formats. Et c'est cette histoire, tu en fait, adaptes. je peux la faire et si je peux la faire en pièces. Là, j'ai écrit un film sur 3 générations de femmes. Et je me dis, si ça marche pas au cinéma, je peux faire une pièce. Et la pièce, à la limite, je peux la mettre en scène. Je peux le faire. Je défends des histoires, en fait, plus Ouais. que le reste. Parce que finalement, il y a plein de façons de raconter une histoire. Bah oui, ça peut être un podcast, ça peut être. C'est ça, c'est formidable. Je vois des romans parfois qui sont auto-édités, qui sont géniaux. Et après, grâce à ça, au fait que les gens ont pu le lire et l'ont apprécié, hop, après, ils sont chez Gallimard ou chez Flammarion. Et du coup, ils trouvent un succès parce que du coup, après, ils ont le canal de distribution de la maison d'édition. Harry Potter. Harry Potter, ouais. Parlons de ça. Une femme qui crée ses livres et qui écrit ses histoires et qui finit peut-être avec un succès qui dépasse même la planète. Ouais, c'est ça. Et Alors que ça après. part peut-être juste d'une fille qui écrit son livre simplement chez elle. Et oui, voilà. Et après, il y a d'autres personnes. Il y en a qui font des vidéos sur Instagram. Et moi, j'aurais pu continuer à faire ça. J'aurais pu. Parce que c'est facile, en fait, sur Instagram. Mine de rien, je suis chez moi. Je peux faire 3, 4 prises, 10 prises. J'ai des followers. Ça me peut, à la limite, je peux faire des partenariats, même avec des marques. Si j'ai envie, je peux faire. Bien sûr. Mais je me dis, je fais pas ça. Je vais au théâtre. Le confort, en fait, ça va pas m'aider. Il faut que je me prenne encore des murs et des trucs, des bides, des trucs comme ça. Le théâtre, en fait, c'est tout le temps des Remises en question. remises en question. Et trouver des blagues, partir dans des délires au théâtre, c'est ce que j'aime aussi avec le fait de jouer seul. C'est que quand tu es tout seul et que tu pars un peu en freestyle, c'est trop bien, quoi, parce qu'il y a pas quelqu'un en face de toi qui va dire qu'est-ce que tu fais là. Ouais. J'ai joué dans des pièces, j'avais plus mon texte, je mets en difficulté mon partenaire. Là, Tu te mets en difficulté toute je seule. me mets en difficulté. Et encore, je pars dans des, j'ai une liberté là totale. Trop cool. Deuxième question. Tu as des enfants, en tout cas une enfant. Ouais. Je savais pas si tu en avais plusieurs, parce que tu passes souvent du temps avec beaucoup d'enfants, en tout cas ces derniers temps. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon d'appréhender le sens de ta vie ? Est-ce que depuis que tu as eu ta petite fille, le sens de ta vie est différent ? Oui. Et pourquoi ? Parce que avant, ma passion, c'était toute ma vie. C'était, enfin c'est ça qui était difficile. C'est que quand je sortais du théâtre, je continuais, je rentrais, je réécrivais d'autres trucs. C'était toute ma vie en fait. J'essayais de rencontrer des preuves. Je coupais pas avec ma passion. Donc du coup, je souffrais beaucoup. Maintenant, je coupe et j'ai ma famille. Ouais. Et j'ai ma fille et du coup, je pense à autre chose. C'est une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée d'oxygène. Et du coup, en fait, je me prends moins la tête quand je vais jouer. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Jusque-là. Jusque-là, ouais. Ok. Bon, je pense qu'on peut... Voilà. La réponse est La réponse satisfaisante. La clé du bonheur et de l'épanouissement pour toi ? Pour moi, il n'y a pas de bonheur sans. Moi, je vais dire le mot travail, mais je sais que par exemple, le spectacle, ça a été beaucoup de souffrance au départ, et maintenant, ça commence à devenir un peu un bonheur de demander, de dire aux gens venez à la première, venez me voir. Ça commence au bout de 3 ans à être joyeux. D'accord. Le début, c'est très dur. En plus, on se confronte à... Il y a énormément de compétition dans ce milieu-là. Dans les scènes ouvertes où on est 6-7 humoristes. Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas humoriste.
Ok, c'est pas ton truc, quoi. Je suis pas humoriste, j'ai un spectacle. Après, je peux pas faire 5 minutes dans un café-théâtre avec plein d'autres, avec de la concurrence comme ça. Je me sens pas bien. J'ai créé quelque chose et je le montre. Je peux faire mes preuves sur 1 heure parce qu'il y a plein de trucs dans le spectacle et que j'aime bien avoir du temps pour installer mon spectacle et que ce soit un moment avec le public, pas en concurrence avec on est 10 et c'est celui qui va faire plus rire le public. Ouais, Parce qu'en fait, on est tous différents, donc je comprends pas. Il n'y a pas de compétition pour toi. Oh non. Ouais. Je suis dans mon couloir, je reste dans mon couloir. D'accord. Mais alors, tu réponds pas à ma question du bonheur et l'épanouissement. Ah oui, je suis partie sur autre chose. Le bonheur, Le l'épanouissement. bonheur, c'est des instants de vie. Parfois, je suis sur la plage, je vois ma fille avec son petit seau et sa pelle, et je me dis, ah bah là, je suis heureuse. D'accord. Je suis contente, je sais pas pourquoi, mais voilà. À la fin de mon spectacle, quand je salue le public, je me dis, ah bah je suis le bonheur, c'est ça. La vie en elle-même, moi, je suis quelqu'un qui aime vivre. T'aimes Donc, vivre, t'aimes les autres. Tu pourrais ouais. vivre seule sur une île? Tu serais heureuse? Toute seule? Non, je serais pas heureuse. Je suis persuadée que pour faire des projets, il faut être en groupe. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je fais de ma vie tout le temps des rencontres et que je me suis beaucoup plus ouvert aux gens et que ouais, c'est vrai que j'ai besoin toujours de plaisanter, d'être entourée. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ok. Donc être seule, tu aimes moins. Bah maintenant, comme j'ai ma petite fille, je suis jamais seule. Ouais. Mais pour écrire et pour créer des choses, je pense qu'il faut être seule. Mais après, on peut être seule et accompagnée. Hein. C'est-à-dire? Un peu comme c'est Dany Laferrière qui disait la solitude, c'est encore pire quand on est entouré, en fait. C'est quand on se sent seul et qu'il y a plein de monde autour. En général, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Ouais. C'est quand on est incapable de remédier à la situation. N'importe où, on se sent seul. C'est un peu, tu sais pas si tu parles anglais, mais en anglais, il y a le mot lonely et Mm. alone. Et c'est pas la même chose. Ouais, Tu vois? c'est vrai. Alone, c'est d'être seul. Lonely, c'est finalement un sentiment d'être vraiment isolé, esselé, alors qu'il y a peut-être du monde autour. Ouais, c'est horrible. pire. Mais c'est Jean Cocteau aussi qui disait je connais la solitude, mais je connais pas l'ennui. Mhm. Et lui, il a beaucoup ressenti de solitude, mais du coup, c'était une solitude productive. Il crée plein de trucs, il dessine, il machin. Il s'en est servi Il s'en est pour mettre servi, à ouais. profit Il et faut s'en servir. pour réussir à sortir de lui tout un tas de choses et d'œuvres qui restent encore aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Mhm. Et toi, quand t'écris, du coup, tu pourrais écrire en t'occupant de ta fille à côté? Ou non, t'as besoin de cette espèce de bulle? Alors justement, le fait d'avoir eu ma fille, je suis encore je suis beaucoup plus efficace qu'avant. Là, je sais que dès que je la dépose à la crèche, j'ai 8 heures devant moi. D'accord. Et du coup, c'est ça qui est formidable. Je me mets dans un café, je suis productive. Je me dis, mets j'ai dans un un café espace pour de écrire, liberté là. Pendant 8 heures, je peux écrire tout ce que je veux, dégager les émotions. C'est maintenant. Alors qu'avant, j'avais du mal à me réveiller, je sortais. Je suis en fait beaucoup plus rythmée et productive depuis que je suis maman. D'accord, incroyable. Donc ça sert aussi à ça. Et d'ailleurs, c'est depuis que je suis maman que j'ai monté mon film parce que je me dis, faut que je sois efficace. J'ai pas le temps d'aller dîner, de sortir. Là, il faut que ça a changé beaucoup de choses. D'accord. Ça, c'est hyper intéressant. Faites des enfants pour canaliser votre propre vie à vous. Ouais, C'est un peu ça. c'est ça. C'est ça le message. C'est ça. Ok. J'ai une dernière question qui est assez personnelle dans cette interview. J'ai l'impression, en voyant ce que je vois de toi sur les réseaux sociaux, je te connais depuis aujourd'hui seulement physiquement, je te voyais un peu à droite à gauche online. J'ai l'impression que tu as 1000 idées, que tu cours après le temps pour essayer de réaliser 10% de tes idées, parce que tu en as toujours 1 milliard et que tu n'as pas assez de temps et d'organisation, etc., pour pouvoir aller au bout de tous tes projets. J'ai l'impression que tu bouillonnes toujours de plein de choses. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai, mais il y a plein de bonnes idées. Après, c'est pareil, faire un podcast, c'est en fait, il faut mettre de l'ordre un peu. C'est Léo Dombois, l'attaché de presse avec qui je travaille, qui est formidable, qui m'a dit range ta chambre. Mais c'est vrai, c'est un moment, stop. J'avais tendance à écrire plein de trucs, à proposer des idées, même dans des magazines. J'ai fait des chroniques d'art dans des magazines. J'avais 3000 jobs
Et je me suis dit, mais en fait, je peux plus faire ça. Mhm. Donc là, c'est faire le film, faire le spectacle, et c'est déjà beaucoup. Mais et puis faire des grandes interviews parce que ça m'amuse. Ok, donc ces 3 trucs-là, tu penses que tu arrives à les manager ensemble et ça te suffit, ça te nourrit, et tu penses qu'avec ces 3 projets-là, tu peux vraiment faire quelque chose de bien? Bah, en fait, tout ce qui a été avant, où j'aurais pu ne jamais faire un film, là, le film est fait, donc je me sens déjà beaucoup plus sereine pour l'avenir. D'accord. J'ai accompli quelque chose. Donc maintenant, retour à zéro, allez, reprends confiance et continue à écrire. C'est ça, en fait. Ça t'a donné cette énergie. Ça t'a donné un renouveau. Ouais. Ok. C'est en même temps un aboutissement et un nouveau départ. Et c'est une histoire que je traîne depuis longtemps. Donc ça y est, je peux enfin la fermer et ouvrir une autre page. Non, j'ai pas envie que tu la fermes encore. Non, mais c'est ça. Ok. Mais il y a beaucoup de gens, et ça, parce que du coup, c'est vrai qu'on s'adresse quand même à des gens qui créent des choses. Il y a beaucoup de gens qui se laissent détruire par un avis même, je vais pas dire, moi j'ai rencontré des mauvais producteurs, des producteurs qui au final m'ont pas du tout soutenu, qui m'ont abandonné le projet, qui en fait, c'est pas qu'ils aimaient pas le projet, c'est qu'ils savaient pas le monter en fait. Et au lieu de dire, je sais pas faire un film, ou voilà, ils vont signer des options à des prix dérisoires, où ils vont garder les droits du film pendant, je sais pas, 2 ans, bloquer quelqu'un et dire, mais en fait ton film il est pas bon, ou bien avoir un retour d'un producteur en disant, non, on va pas le faire, ton film est mauvais. Et il y a des gens, je pense, qui se disent, bah j'arrête de faire ça, alors qu'au final c'est tellement pas vrai. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et il faut pas prendre l'avis il faut déjà regarder qui vous donne l'avis. Moi, j'ai eu des producteurs. Le mot producteur, ça me paraissait être un mot sacré. Et en fait, après, quand vous tapez sur Internet, vous vous rendez compte que le mec, il a rien fait. Il a fait quoi, hein? Il a coproduit un film. De quel droit il va vous dire que votre film, il est mauvais? Ouais, et puis juger une forme d'art, c'est compliqué. Enfin, l'art est censé toucher un public en particulier, mais déjà, il faut aller voir un producteur qui fait des films qui ressemblent à votre univers. Voilà. Ouais. Vous n'allez pas quelqu'un qui vous un comprenne. mec qui a fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il va pas faire un film d'auteur sur un mec. Ouais. Voilà, il veut faire des grosses comédies, gagner beaucoup d'argent, faire voilà. Pareil pour les distributeurs, il faut aller voir un distributeur qui a la même lignée de. Moi, j'incite vraiment les gens qui ont écrit des choses, qui ont une patte, une écriture, qui sont sincères, qui ont mis du temps, à pas abandonner. Voilà, moi, j'ai pas abandonné, je me suis pris plein de portes. Et au final, ça a quand même abouti. Voilà. Et relativement jeune, Et puisque encore. tu as 32 ans. Oui. Ça va. Ça va. C'est pas trop tard. Il y en a qui arrivent à aboutir à 55 ou à 60 ou jamais. Ouais, et encore, je pense pas que j'ai. L'aboutissement, en fait. C'est de sortir un film. C'est de quoi l'aboutissement? C'est de dire, voilà, j'ai un film au cinéma. Non, je pense que justement, maintenant, il y a plein de plateformes. Il y a Netflix, il y a Amazon, il y a YouTube. Tu peux t'exprimer. Voilà. Après, c'est vrai que en termes d'image, c'est incroyable d'avoir un peu de production et des belles caméras. Et on se rend compte qu'on peut faire des images magnifiques. Enfin, voilà. D'accord. Très bien. Pour détendre un peu l'atmosphère, parce que là on a parlé super sérieux. Oui, c'est vrai. Hyper intense. Ça y est. Là, tu peux remettre ta casquette de joyeux luron, on va se marrer. Allez, voilà. On termine cette interview, cette grande interview, qui n'est pas la tienne mais qui est la mienne. On termine cet épisode du Sens avec quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, qui est la dernière minute 30. J'ai mis ça en place à l'épisode précédent avec Anthony, à Crans-Montana, dans les montagnes. Oh, trop bien. Cet épisode va sortir bientôt. Je fais un challenge avec mes invités à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année. Je vais poser des questions. Je pose une quinzaine de questions à mon invité et je comptabilise les bonnes réponses. Celui qui aura eu le plus de bonnes réponses à la fin de l'année, je lui offre une bouteille de Calva de Normandie et un camembert. Super. S'il accepte. Ok. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu es prête à... Oui. Est-ce que tu aimes le camembert et le calva? Oui, bah, je suis du Nord. Le camembert, Tu viens d'où, on à la trempe base? dans le On sait café. même pas d'où tu viens là-bas. On trempe dans le café, le camembert chez nous. Bien sûr, avec le Moi, maroilles. je suis du Nord. Je viens à côté de Lille. Gruson, ça s'appelle. Ah. C'est vraiment un petit village perdu. Tu sais que normalement, on parle d'où tu viens et tout ça au début de l'interview. Là, délibérément, j'ai dit non, c'est pas grave. Je viens Tu viens d'ici et d'ailleurs, d'ici d'ailleurs. Voilà. comme chantait Sharif Halouna. C'était Sharif Halouna?
Si Ah ouais. et d'ailleurs. Ah là là, ouais, Nanana. exact. Nanana. Non, je sais pas. Si c'est elle qui chante ça. Oh, incroyable culture Tu m'as musicale. sorti- Et est-ce qu'on a dit Sheriff Aluna dans On cette a dit interview? Sheriff Aluna, oui. Attends, j'en dis un autre. Chimène Badi. Oui. Non, parce qu'elle existe toujours. Non, excuse-moi. Elle existe. Excuse-moi, Sharifa. Tu existes aussi toujours dans nos cœurs. Ressors quelque chose, s'il te plaît. Bon, c'est parti cette interview, ça commence. Mais Tu as- du coup, c'est des questions de quoi C'est des questions sur toi ou des questions en général, D'accord. culture générale, etc., adaptées un peu à ton profil. C'est 1 minute 30. Quelle Tu dois horreur. répondre Ok. au plus de questions en 1 minute 30. Est-ce que tu as un téléphone pour chronométrer? Oui. Je veux bien que tu l'utilises parce que j'utilise mon téléphone pour suivre l'interview. Alors, dès que tu es prête, tu appuies sur le chrono. Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. La la la, sa, la la la, ta 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 ta. Les 2 dernières minutes pour gagner une bouteille de Calva et un pont l'évêque. Pas de stress. Non, je suis pas stressée. Et Si- top. On joue pour un camembert. Attends, je refais. Il y a eu une seconde qui est passée. Je suis au taquet là, tu m'as On dit joue pour camembert. un camembert. C'est parti. Moi, je mange du riz au lait, toi du veau. Si on s'emballe, ça donne quoi? Joey Star. La réponse. Mais non. Ça donne quoi? Attends, on refait. Non, on refait pas. On refait pas. Ah, pardon. Je pensais que c'était. Non, attends. Moi, je mange du riz au lait, toi du veau. Si on s'emballe, ça donne quoi? Une blanquette de veau. Bravo. Si tu es chic et moi, je suis plouc. À nous deux, on est. Chico Plouc. Bravo. Que faut-il faire pour ne pas stresser avant un spectacle? La mémoire est dans tes pieds. Non. Pas du tout. On arrive à la dernière minute. Oui. Quel âge a Joey Star? 52 ans. Il a 53. Dommage. Dans Les Sous-doués en vacances, quel est le prénom du personnage joué par Daniel Auteuil? Putain, je sais plus. Moi non plus. En quelle année Gainsbourg a-t-il écrit Comme un boomerang pour Dany? Je sais pas. 1989. T'as notre année de naissance, ça va. 1975, sorti en 2001. Quels sont les prénoms de tes enfants, de ton enfant? Jeanne. C'était un piège. Pour voir si tu suis. Très bien. Dans quelle rue se situe le théâtre Le Lieu où on peut trouver Rue ton de Trévise. concert dès le 6 septembre? Rue de Bravo, Trévise. rue de Trévise, 41, dans le 9e arrondissement. 9e question, de quelle couleur est le logo du Sens, mon podcast? Vert. La honte. Il est bleu. Et dis-moi au revoir en espagnol. Adios. Bravo, félicitations. Anaïs, merci pour cette interview. Merci à toi. On a parlé beaucoup trop Et sérieux. T'as pas assez Attends, ri. et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi quand même? Moi, j'ai envie de savoir. À moi Ouais. que ce podcast fonctionne, Ok, que je devienne animateur radio ou télé un jour. c'est ça. C'est ça l'objectif. Ce podcast, j'adore partager avec les gens, mais je voudrais faire ça je voudrais diffuser énormément ce genre d'interview, parler aux gens, les rencontrer, être avec eux, parler du sens de la vie, pourquoi est-ce qu'ils font les choses, et essayer d'aller plus loin et qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent ça et qui soient inspirés par toi par exemple. Que ça se développe. Tu vois Ok, bah voilà, je pense que c'était important de le dire dans le podcast. Mais merci. Elle m'a regardé en mode, Non, mais- c'est quoi cette réponse pourrie que tu m'as sortie? Non, c'est génial. Mais attends, parce que si moi j'envoie les gens pour regarder, les gens ils vont dire ok, c'est un podcast, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce podcast? Et ben voilà, comme ça, au moins toi, tu l'as dit. Soutenez-moi. Soutenez-le. On crée une communauté du sens. Courons après les choses qui nous font C'est vibrer. ça. C'est ça le but de ce podcast, c'est d'arriver à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi on devrait changer les choses si on fait pas quelque chose qui nous tient à cœur. C'est Parce ça. que la vie est trop courte pour faire quelque chose qui nous plaît pas. C'est vrai que la vie est courte. Voilà. On se quitte là-dessus. Ouais. Salut Anaïs. Salut. À bientôt. À bientôt. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Mettez des étoiles, partagez autour de vous. C'est super important pour que ce podcast soit écouté et diffusé. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que si vous êtes réveillé ce matin, c'est que jusque-là, vous allez dans le bon sens. Sens.